à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Bonjour Daniel, Boker Tov, et nous commençons bien sûr par l'annonce malheureusement de la mort d'un nouveau soldat durant l'opération israélienne dans la bande de Gaza. Oui, en effet, Ilana, l'armée israélienne a annoncé ce matin la mort d'un soldat dans les combats dans la bande de Gaza. Il s'agit de l'adjudant-chef Binyamin El-Makayes, 29 ans, de Jérusalem. L'adjudant-chef El-Makayes est le 35e soldat tombé au combat depuis le début de l'opération terrestre israélienne dans la bande de Gaza il y a 13 jours. Hier, on a appris la mort de 3 autres soldats. Le sergent-chef Yaakov Ozeri, 28 ans, de Kfar Shammai, qui a été inhumé hier soir. Le sergent Yonatan Tsachor de Givat Brenner, qui sera inhumé ce matin. Et enfin, le sergent-chef Noam Yosef Abou, qui sera inhumé aujourd'hui à Dimona. Ce matin auront lieu également à Jérusalem les obsèques de la jeune garde-frontière Lisa Rubin, assassinée il y a 3 jours par un terroriste à Jérusalem. Lisa était une Chayelet Bodeda, une soldate seule. Sa famille est venue des États-Unis pour ses obsèques. Elle a demandé au public de venir nombreux assister à ses obsèques. Yehi Zichram Baruch. Et puis 34e jour de la guerre, on l'a dit, c'est l'occasion de faire un point bien sûr avec vous sur la situation sécuritaire, Daniel. Oui, sur le terrain, les forces israéliennes progressent à l'intérieur de la ville de Gaza, en particulier dans le camp de réfugiés de Shati. Les forces de Tsahal resserrent leur étau autour de l'hôpital Shifa, dans lequel est situé le quartier général des terroristes du Hamas. Hier, le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, a affirmé dans son point de presse que la direction du Hamas était totalement déconnectée dans ses bunkers, déconnectée de ses civils et même déconnectée de ses propres terroristes. Elle s'occupe de sa survie uniquement. Nous allons continuer à la pourchasser, a déclaré Daniel Hagari. Dans le nord, les incidents se multiplient de jour en jour avec des tirs de roquettes du Hezbollah vers Israël et des ripostes de plus en plus importantes de Tsahal contre des positions du Hezbollah au sud Liban. Hier soir, le cabinet de guerre s'est réuni au sein du commandement de la région centre. Oui, effectivement, et ce n'est pas un hasard. En effet, durant la réunion, les chefs du Shin Bet et des renseignements militaires ont mis en garde l'échelon politique face à un risque d'embrasement grandissant de la tension en Judée et Samarie. Il faut s'efforcer d'empêcher l'ouverture de nouveaux fronts, ont-ils affirmé. Selon eux, la tension grimpe au sein des Palestiniens de Cisjordanie, en particulier à la suite de l'arrêt des travaux des ouvriers palestiniens qui ne travaillent plus en Israël, et apparemment également en raison d'agressions commises par certains habitants juifs radicaux ces dernières semaines contre la population palestinienne. On sait que ce dernier point est un point qui préoccupe particulièrement les Américains. Netanyahou aurait déploré ces agressions lors de sa dernière conversation avec Joe Biden, et hier le Premier ministre a rencontré les responsables des pouvoirs locaux israéliens en Judée-Samarie. Il y a eu enfin un attentat hier près d'Itamar, dans le nord de la Samarie. Un jeune couple d'Israéliens circulait lorsque des terroristes ont ouvert le feu sur leur véhicule. Le mari a été grièvement blessé, son épouse plus légèrement atteinte, et leur petite fille âgée de quelques mois n'a pas été touchée. Les pourparlers autour de la libération des otages semblent par ailleurs se poursuivre. Oui, mais il est encore difficile, Ilana, de parler de percée. Selon certaines sources, le Qatar aurait déposé une proposition visant à libérer une 60aine d'otages en échange de 3 jours de trêve dans les combats. Côté israélien, Binyamin Netanyahou a mis en garde contre de fausses informations à ce sujet. L'on affirme qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu tant que tous les otages ne seront pas libérés. Du côté des familles d'otages, on affirme que la libération d'une partie des otages risque de sceller le sort des autres, et l'on exige donc la libération immédiate de tous les otages maintenant, comme le dit le slogan de ces familles. Et puis sur le plan politique, la commission des finances de la Knesset a validé un plan de sauvetage pour la période de guerre. Oui, en effet, les députés de la commission des finances du Parlement israélien ont validé durant la nuit le plan global préparé par le président de la commission, le député orthodoxe Moshe Gafni du judaïsme de la Torah. Ce plan d'un montant de 17 milliards de shekels doit inclure les dégâts économiques causés par les attaques du 7 octobre dans de divers secteurs, comme le secteur de l'agriculture, en particulier dans le sud, comme le tourisme, et dans d'autres secteurs également. Les localités qui se trouvent dans un pourtour de 40 km autour de la bande de Gaza pourront bénéficier de dédommagements. Cela inclut par exemple des villes comme Ashdod, qui n'étaient pas inclus apparemment jusque-là dans les localités qui seraient dédommagées. L'ensemble des membres de la commission, toutes formations politiques confondues, ont voté en faveur de ce plan et ont d'ailleurs félicité le député Moshe Gafni pour l'avoir présenté ainsi. Enfin, selon des informations rendues publiques hier, des terroristes affiliés au Hezbollah auraient tenté de commettre des attentats d'envergure au Brésil. Oui, il s'agit d'attentats qui auraient été planifiés contre la communauté juive brésilienne, contre des synagogues et des centres communautaires au Brésil. Le Mossad israélien et la police fédérale brésilienne ont réussi à déjouer ces attentats. Les forces brésiliennes ont arrêté 2 suspects d'avoir recruté des cellules terroristes au Brésil. Hier soir, le bureau du Premier ministre Binyamin Netanyahou a confirmé l'information, ainsi que le fait que le Mossad était directement impliqué dans les démarches qui ont permis de déjouer ces attentats.
Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Sachez que le temps est toujours ensoleillé, légèrement plus frais. Il fera 26 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv aujourd'hui, 34 à Eilat. Mais bien, nous sommes en ligne avec docteur Cathy Laoui. Cathy, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je rappelle que vous êtes la présidente et fondatrice d'Emotion Aid, qui s'occupe en particulier des douloureux dossiers de post-trauma pour les soldats, pour les civils israéliens. Et bien entendu, en cette période, on ne peut pas ne pas s'empêcher d'essayer de mesurer. On est tous presque, on a le sentiment tous d'être dans une forme de traumatisme depuis le 7 octobre. Je vous ai sollicité parce que, eh bien, il y a un débat actuellement dans la société israélienne, un des débats dans la société israélienne qui a été initié autour de ce fameux film de 45 minutes qui a été monté par les services de l'armée israélienne, qui montre les images sordides et terribles des atrocités commises par le Hamas le 7 octobre avec les caméras GoPro des terroristes. Ce film a été visionné, on le sait, par les députés de la Knesset, et il a été également visionné par des journalistes, des correspondants de la presse et des médias internationaux qui sont actuellement en Israël avec des effets extrêmement marquants. On le voit, on l'a vu. La grande question que l'on se pose, c'est le risque de voir ce film être distribué, dispatché sans contrôle, peut-être certainement sur les réseaux sociaux, avec un impact qui pourrait être dramatique pour ceux qui visionnent ce film, en particulier les jeunes. Je voudrais avec vous avoir votre appréciation. Quel peut être l'impact de la diffusion de ce film dans des publics qui ne sont pas contrôlés, on va dire? Ouais. Écoutez, ce genre d'images, en fait, sont tellement en dehors des normes habituelles, elles sont en dehors des normes de l'humanité, je dirais, que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce genre d'image va être absorbé par le cerveau. C'est-à-dire, les yeux sont directement en relation avec le cerveau, et quand on regarde ce genre de choses, notre cerveau n'est pas câblé, en fait, aujourd'hui, n'est pas équipé pour absorber de telles horreurs. Et ça, c'est vrai pour les adultes, mais c'est encore pire, évidemment, pour les adolescents, pour les jeunes, qui ont, eux, des cerveaux qui sont en formation, qui sont extrêmement délicats, influençables et malléables. Et on veut que ces cerveaux se construisent dans un sens de bonté humaine et de résilience, et pas dans un sens de s'habituer à avoir des horreurs pareilles. Donc l'impact est vraiment grave. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vit quelque chose qui est en dehors de notre capacité habituelle de digestion, et là on est vraiment totalement en dehors des normes, comme on disait, on va réagir. Et dans la réaction, on peut avoir plusieurs types de réactions. D'ailleurs, on a entendu que même pour les députés de la Knesset, c'était quelque chose d'épouvantable. Certains ont dû sortir, se sont évanouis. Enfin, on a entendu toutes sortes de rapports. On va réagir avec de la rage, on va réagir avec du déni, avec de la terreur. Et les conséquences de ça, c'est que ces images peuvent devenir obsessionnelles. On peut commencer à perdre le sommeil, on peut commencer à avoir des problèmes digestifs, on peut commencer à avoir toutes sortes, en fait, de symptômes qui sont des symptômes physiologiques, puisque c'est notre première façon de réagir quand on est confronté à l'horreur. La réaction est tout d'abord physiologique. Alors, cette réaction, on peut la comprendre maintenant. Le peuple juif, malheureusement, a subi de multiples épreuves au cours de son existence, et on va dire la précédente épreuve de cette envergure, c'est la Shoah, même si on ne peut pas comparer, et on insiste toujours, à chaque fois, il faut le dire, sur le caractère unique de la Shoah. Mais tout de même, il y a un rapport, les rescapés de la Shoah, ceux qui ont vu des horreurs à une échelle, on va dire, beaucoup plus monstrueuse que cela, eh bien, ce sont eux qui ont reconstruit l'État d'Israël, qui ont construit l'État d'Israël. Comment, finalement, est-ce qu'il y a aussi quelque chose, le fait d'avoir vécu de telles catastrophes, dans la perception du peuple juif, une volonté de lutter justement contre cela, de faire face justement
justement à ce drame, essayer de se reconstruire. Là aussi, on reparle de résilience, on voit comment l'État d'Israël se ressoude et tout. Est-ce qu'il y a, au-delà des rapports que vous nous expliquez entre le cerveau, l'image, est-ce qu'il y a quelque chose de plus ? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, on a en tant qu'être humain, et bon, peut-être qu'on reviendra là-dessus, je vais rajouter quelque chose là-dessus après, mais en fait, en tant qu'être humain, et on a vu ça, c'est les survivants de la Shoah, qui ont effectivement reconstruit l'État d'Israël. Il y a cette capacité d'aller puiser tout au fond et de décider d'aller choisir dans notre vie qu'est-ce qui va affirmer la vie. Et ça, c'est quelque chose de très juif, c'est quelque chose qui vraiment appartient à la Yahadout, à notre philosophie, à notre ligne de vie. Donc, d'aller chercher tout au fond pour aller construire la vie, pour aller vers l'espoir, pour aller construire, pour aller, pour ensemble affirmer quelque part que l'humanité existe. Mais en même temps, quand vous me parliez, Daniel, je me rappelais les images au procès pour ceux d'entre vous qui l'ont vu, au procès de Adolf Eichmann, donc qui a eu lieu à Jérusalem. À Jérusalem, une quinzaine d'années après la création de l'État d'Israël. Et je ne sais pas si vous vous rappelez ces images des Abba Kovner et des survivants des drames de la Shoah qui s'évanouissent pendant le procès d'Eichmann. C'est eux qui ont construit le pays, mais en même temps, c'est eux qui portent cette douleur à l'intérieur d'eux. Et en fait, on n'avait pas les outils. Heureusement, on les a aujourd'hui. En tout cas, on les a beaucoup plus. On n'avait pas les outils à l'époque pour les aider à digérer ce trauma. Et en même temps que cet énorme élan de construction et de vie qu'ils ont apporté et qui ont permis la construction de l'État d'Israël et qui est là entre nous aujourd'hui, ils ont aussi porté ces blessures à l'intérieur d'eux qui ont aussi un impact sur notre peuple. Oui. Donc, et en même temps que je vous posais la question, je me suis dit que finalement, c'est effectivement difficile et impossible de comparer parce que les rescapés de la Shoah ont été forcés de voir ces images. Ils étaient contraints dans les camps de la mort. Tandis que là, on est dans une situation où les jeunes vont délibérément ouvrir des posts sur les réseaux sociaux pour voir l'horreur. C'est pas la même chose, n'est-ce pas ? Absolument. Et en plus, tout ça se situe dans un contexte qui est un combat. On est dans un combat actuellement, d'ailleurs on est en guerre, donc c'est un combat par excellence, mais on est aussi dans un combat contre les forces du mal. Et en fait, ce que cette vidéo véhicule, c'est des images des forces du mal. C'est ça qui s'exprime là-dedans. Et en fait, tout d'abord, quand on est confronté à ces forces du mal, on doit avoir de l'autre côté des outils. Bon, c'est ce qu'on propose chez EmotionAid, des outils qui vont nous aider en fait à ne pas être blessés par ces images, ne pas garder ça à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de notre cerveau. Et ce qui est l'enjeu qui est là-bas, au-delà de l'enjeu de ce combat qui est essentiel. Et aujourd'hui, nous n'avons pas le choix, nous devons nous bagarrer, le combat est essentiel, mais le combat d'ailleurs, il est sain et légitime, même d'après notre cerveau. Qu'est-ce qu'on fait quand nos frontières sont violées, quand notre population est violée et massacrée comme elle a été? On doit se battre, on n'a pas le choix. Et en même temps, il faut que ce combat reste humain. On peut pas permettre à ce combat de nous déshumaniser. On peut pas permettre à ce combat de banaliser le mal. Et c'est ça l'enjeu, en fait. Et on veut pas descendre dans les forces du mal. C'est vraiment, et on voit ce que fait Tsahal, on voit les efforts pour protéger la population. Et on voit aussi au sein de notre peuple que quand on est unis, quand on est dans la hardoute, quand on est, en train de s'aider les uns les autres, quand toutes nos ressources sont dédiées à ça, donc on est dans le contraire des forces du mal. Et là, en fait, je pense que c'est là qu'on a la meilleure chance de gagner. C'est ça. C'est-à-dire peut-être, est-ce que finalement, ces scènes d'unité auxquelles on a assisté tous depuis le début, cette solidarité avec les soldats, cette mobilisation de la population civile, ces collectes, ces cueillettes de fruits, de légumes dans le sud pour pallier à l'absence des agriculteurs du sud, c'est une thérapie aussi, c'est une forme de thérapie pour déjouer le stress, déjouer le trauma. C'est une ressource.
Et tout ce qui est ressources va aller dans le sens d'affirmer la vie et va aller dans le sens de la guérison. Absolument. C'est très, très important. Et aussi, ça renforce notre caractère à nouveau de peuple qui aime la vie et qui va dans le sens de la vie. Et pas un peuple qui va dans le sens de détruire la vie. Je pense que ça, c'est très, très important qu'on y reste connecté. Alors aujourd'hui, je vous pose la question, EmotionAid, votre association, celle que vous avez fondée aujourd'hui, est-ce qu'elle est effectivement très sollicitée? Vous constatez comment ça se mesure? Est-ce que effectivement il y a une multitude d'appels, de sollicitations pour essayer de faire face à ce que l'on ressent tous quelque part dans notre personnalité, ce stress, ce trauma, ce sentiment d'avoir vécu quelque chose d'incroyable, de surréaliste? Oui, absolument. Je pense qu'on est vraiment, quelque part, on a la chance de se sentir utile et de savoir qu'on peut aider puisqu'on a des outils qui sont des outils aussi de prévention et de premier secours et d'autorégulation. Et donc, c'est pas des outils de thérapie. Je pense que c'est pas le moment, particulièrement pour les gens qui sont extrêmement traumatisés par les événements qu'ils ont vécus, d'aller commencer des thérapies maintenant. C'est le moment de tout doucement, de revenir vers la vie, d'être soutenu, de dégager, de digérer, tout doucement de métaboliser ce qu'ils ont vécu et les outils d'EmotionAid sont effectivement vraiment ce qu'il y a de mieux en ce moment. On travaille en partenariat notamment avec des organisations de sport et on intègre nos outils à l'intérieur de leur programme parce qu'on pense que le sport est une très bonne solution aujourd'hui pour tous les réfugiés internes dans notre pays. Et oui, les nuits sont courtes et les jours sont longs. Il nous reste une minute. Quelques petits conseils de votre part pour essayer de canaliser, on va dire, nos émotions? J'ai envie de vous dire d'aller sur notre site emotionaid.com ou en hébreu emotionaid.co.il et il y a des conseils dedans et peut-être qu'à une autre occasion on pourrait, Daniel, peut-être on a préparé ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire dans ces circonstances. On a plein de conseils à donner à la population, donc si c'est possible de les passer à travers vous, on serait très heureux. Bien, on le fera effectivement dans une autre occasion. En tout cas, merci beaucoup, Dr Cathy Laouaïda, de nous avoir parlé donc justement de cette problématique autour de ce film d'horreur du Hamas du 7 octobre et de la manière dont on doit gérer notre stress, nos traumatismes autour de cette situation dans laquelle l'État d'Israël évolue depuis maintenant un peu plus d'un mois. Merci beaucoup, Cathy. Merci, à bientôt. Daniel. Merci. Merci, voilà. Anita. À Jérusalem, c'est les studios Kalita, notre correspondant Daniel Haïk que l'on retrouve. Daniel, nous débutons cette revue de la presse par un récit de bravoure, de courage et de douleur, mais aussi d'espoir. Oui, effectivement, ce matin, le Yediot Aharonot nous montre en première page deux femmes, deux mères courage israéliennes qui ont sacrifié ce qu'elles avaient de plus cher pour la défense de la patrie. La première, on la connaît, c'est Myriam Peretz, qui est depuis de nombreuses années une figure marquante de la société israélienne. Myriam Peretz a perdu il y a de nombreuses années 2 enfants au combat. Et pourtant, elle n'a jamais perdu espoir et a donné à tout un pays de véritables leçons d'optimisme. Et ce matin, à la une du Yediot Aharonot, Myriam enlace une autre femme. Elle s'appelle Tali Slotsky. Elle a perdu 2 enfants le 7 octobre dernier, Noam et Ishaï Slotsky. Tous deux étaient ce terrible Simchat Torah à Beersheva, à la synagogue, lorsqu'ils ont entendu ce qui se passait dans le pourtour de la bande de Gaza. Ils n'ont pas hésité. Ils ont pris une voiture, ils sont allés combattre les terroristes sur le terrain, sur la route 323, avant de mourir sous les balles des terroristes palestiniens. Et ce matin, aux côtés de ces 2 mères courage, Myriam et Tali, 2 réservistes en uniforme, Jonathan Slotsky, le frère de Noam et Ishaï, et Eliasaf Peretz, le frère de Uriel et Eliraz, qui en dépit de leur double perte ont décidé de continuer à défendre le pays, à servir dans la réserve militaire de Tsahal. Les mères et les enfants, c'est la manchette émouvante du Yediot Aharonot de ce matin. L'intégralité de ce reportage sur ces 2 mères, sur leurs enfants, sur leur histoire, sera publiée dans l'édition de demain vendredi.
Et puis on reste dans les pages du Yediot Aharonot qui semble confirmer les rumeurs sur un marché visant à libérer une partie des otages. Oui, le titre est clair, des otages contre une trêve, c'est le marché qui semble se profiler à l'horizon avec beaucoup de prudence, il faut le dire. Hier soir, les médias ont évoqué ces rumeurs en affirmant que le Qatar et l'Égypte étaient impliqués dans des tractations en ce sens. Le Hamas serait prêt à libérer une quinzaine d'otages. On parle ce matin de même 60 otages contre 2 ou 3 jours de trêve, donc dans les efforts de guerre de l'armée israélienne. Ce matin, le Yediot Aharonot Kosavar qu'Israël pourrait justement donc accepter un marché plus solide, plus de 60 otages contre une trêve. La manchette du Israël Hayom, elle aussi, fait allusion à un possible marché, mais le quotidien met en garde contre une telle option. Il ne faut pas perdre l'avantage du momentum militaire qui est particulièrement favorable, affirme le journal en citant des officiers supérieurs de Tsahal. Et le journal cite aussi en surtitre Benyamin Netanyahou qui a déclaré hier « Il n'y aura pas de cessez-le-feu sans libération de tous les otages ». Et Yoav Limor, dans le Israël Hayom, résume, lui, les dilemmes auxquels Israël, mais aussi les chefs du Hamas sont actuellement confrontés. Oui, il écrit dans son analyse, si Tsahal poursuit sa progression dans la bande de Gaza, dans la ville de Gaza, cela fera grimper la pression sur Yahya Sinwar. Il obligera à lâcher du lest et à relâcher plus d'otages en échange d'une trêve. Mais en Israël, on comprend parfaitement que si on accepte le principe d'une trêve, même de 48 heures, eh bien, il sera difficile ensuite de reprendre les hostilités. L'objectif, à savoir la destruction du Hamas, ne sera pas finalement atteint. En première page, le Yediot mentionne une enquête réalisée par le New York Times sur les motivations du Hamas le 7 octobre. Oui, et naturellement, c'est Ronen Bergman qui est à la fois journaliste au Yediot Aharonot et au New York Times qui cite ce matin des extraits de la très vaste enquête réalisée par le New York Times sur les motivations des attaques sanguinaires du Hamas le 7 octobre. Bergman cite l'un des chefs du Hamas qui a expliqué l'objectif n'était pas d'obtenir plus d'avantages pour la population de Gaza. L'objectif était de dérégler du tout au tout la situation face à Israël. Pour ces leaders du Hamas, le sang des civils palestiniens qui coule est le prix à payer pour mener un nouveau chapitre dans la confrontation historique avec l'État d'Israël. C'est la logique meurtrière et monstrueuse du Hamas, écrit ce matin Ronen Bergman dans le Yediot. Quant au Israël Hayom, il publie ce matin un portrait assez effrayant du chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar. Oui, ce portrait est intitulé d'un seul mot, le Satan. Et le journal nous décrit un Sinwar qui, lors de son arrestation par Israël en 1989, avait relaté comment et avec quelle cruauté il avait lui-même assassiné de ses propres mains des Palestiniens soupçonnés de collaboration avec l'État d'Israël. Netael Mendel, qui écrit donc ce portrait, brosse ce portrait pour le Israël Hayom, a pu consulter les protocoles des interrogatoires d'Yahya Sinwar datant de plus de 30 ans. Il faut rappeler que Yahya Sinwar a passé 23 ans dans les prisons israéliennes avant d'être libéré dans le cadre du marché qui a permis la libération de Shalit. Et il parvient à la conclusion que Sinwar était déjà à l'époque un véritable, je cite, nazi palestinien qui a commis systématiquement de multiples crimes et des horreurs incroyables. La racine du mal, titre également ce matin le Israël Hayom avec ce portrait. Et Shahar Kleinman, en marge de ce portrait, écrit et commente, affirme qu'il n'y a pas que Sinwar, que la société gazaoui est une société de haine qui a toujours cautionné les assassinats en Israël et qu'il n'est pas vraiment étonnant qu'une société aussi cruelle se dote d'un leader psychopathe et plus cruel encore. Et à propos de cruauté et d'horreur, le Israël Hayom publie un autre article important. Oui, dans cet article, le journal explique que l'unité 443 des investigations de la police israélienne est actuellement focalisée sur le recueillement de témoignages de ceux qui ont vu l'horreur absolue le 7 octobre dernier. Les survivants, bien entendu, mais aussi les rabbins de Zaka qui ont découvert les corps mutilés de centaines de victimes dans le pourtour de la bande de Gaza. C'est important pour deux raisons, explique le journal. D'abord parce que ensuite Israël pourrait entamer, grâce à ces preuves, une procédure judiciaire internationale contre les assassins et fournir des preuves à ceux qui aujourd'hui, un mois après le drame, commencent déjà à douter de la véracité des massacres du 7 octobre. Et puis la deuxième raison, afin que l'on puisse ordonnancer le souvenir et la mémoire des 1400 victimes de ces massacres. L'éditorial central du Haaretz se focalise, lui, ce matin sur un espoir nourri par l'aile droite et religieuse du gouvernement. Oui, il s'agit de l'aspiration d'un retour dans le Gush Katif, ce bloc de localités israéliennes construite dans le sud de la bande de Gaza dans les années 70 et évacuée en août 2005 sous décision du gouvernement d'Ariel Sharon. Non, écrit ce matin le Haaretz, il n'est pas question de se servir de l'opération terrestre dans Gaza pour y réinstaller ces localités du Gush Katif. Certes, c'est le rêve de Smotrich et de Ben Gvir et même d'une certaine partie du Likoud de voir à nouveau ces localités jaillir, mais Netanyahou doit clairement faire entendre sa voix contre une telle initiative, affirme le Haaretz de ce matin.
Et puis enfin, très rapidement, Daniel, vous avez choisi de terminer cette revue pour la première fois depuis un mois sur une note positive. Et oui, il s'agit d'une information mentionnée dans le Maariv de ce matin, qui peut paraître anodine, mais elle permet du coup un coup de chapeau à un des plus célèbres chefs cuisiniers israéliens. Il s'agit d'Eyal Shani, qui a une bonne raison d'être satisfait ce matin. Son restaurant à New York vient d'obtenir une étoile du guide Michelin, et c'est certainement mérité parce qu'il faut souligner, Ilana, que depuis un mois, ce célèbre chef israélien, connu pour son langage, consacre le plus clair de son temps à offrir à des milliers de soldats et réservistes israéliens qui partent au combat dans la bande de Gaza des repas gourmets dans le sud. Et oui, bref, un type bien, ce Eyal Sheni, qui mérite cette étoile du Michelin. Et comme je vous l'ai annoncé, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Frédéric Joseph Bianchi, président, fondateur de Terra Eretz Israël Corsica. Nous allons parler Boker Tov. Bonjour Frédéric. Boker Tov, bonjour à tout Israël. Merci d'être avec nous. Et merci de me recevoir. Voilà, merci d'être avec nous ce matin. Avec vous, nous allons parler de la Corse et du fait que dans le déferlement de haine et d'actes antisémites auxquels on assiste aujourd'hui en France depuis le début de la guerre en Israël, eh bien, la Corse est à nouveau hors du commun. C'est la seule région de France qui est épargnée par cette vague antisémite et nous allons essayer de comprendre pourquoi. Mais avant tout, je voudrais avoir votre sentiment sur ce que l'État d'Israël est en train de vivre depuis le 7 octobre dernier. Comment vous ressentez ce qui se passe ici ? Bien sûr que nous avons été particulièrement meurtris et nous sommes particulièrement inquiets aussi de tout ce qui se passe en Israël. Le sentiment est le même que celui que nous partageons tous, en Corse, en France et ailleurs, pour la plupart des gens sensés. Et c'est bien évidemment la question qui se pose de comment tout cela va continuer, qu'est-ce qui va se passer. Le temps des condamnations a été fait et il était indispensable. Et maintenant, c'est l'action qui nous préoccupe, quoi. C'est de savoir comment aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos frères en Israël, quoi. C'est la préoccupation de beaucoup de gens ici. Et bien évidemment, une préoccupation aussi très très forte pour tous ces jeunes qui sont sur le front actuellement. Et aussi, bien sûr, des pensées en permanence. Pensons à Israël, H24, 7 jours sur 7, pour savoir comment, pour défendre la terre d'Israël et pour sauver les otages. Voilà, les otages. Sur ce plan-là aussi, la situation est extrêmement inquiétante. Vraiment une angoisse terrible, quoi. Ça, c'est incontrôlable, indiscutable. Après, il faut penser à l'action. Alors justement, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est que faire pour aider Israël. Alors, passer à l'action de la condamnation, on l'a vu au premier jour de la guerre, la condamnation autour des actes atroces commis par le Hamas. On le voit, il y a une sorte de retournement de situation en France, c'est marquant. La voix du Hamas s'exprime à travers des mouvements, des organisations pro-palestiniennes qui sont déjà, et on en parlait tout à l'heure, en train de remettre en cause même l'existence même des massacres qui ont été commis le 7 octobre. Et comment vous expliquez, avant que l'on parle de la Corse en particulier, comment vous expliquez ce déferlement de haine, ces manifestations d'antisémitisme, plus de 1000 cas d'actes antisémites depuis le 7 octobre. Comment vous expliquez cela en France ? Alors, il y a une évidence, une chose qui pour moi est absolument évidente, c'est que on a les conditions habituelles de l'antisémitisme qui sont réunies. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des faits, une propagande qui est réalisée contre Israël, mais en général, globalement, contre les Juifs. Vous avez, ça c'est le premier ingrédient, vous avez le deuxième ingrédient, c'est des politiques qui prennent des positions qui sont des positions absolument intolérables. C'est les positions que prennent aujourd'hui des élus à l'Assemblée nationale, des gens qui sont chargés de voter des lois en France, qui libèrent la parole de la rue, et la rue qui se met en action immédiatement
pour relayer tout ça. Donc, parce que cette parole antisémite, elle couve, elle est en permanence, elle est là, et elle se donne le droit de s'exprimer, si je puis dire, à partir du moment où des politiques la cautionnent. Donc les responsables aujourd'hui de cet antisémitisme et de la libération de la parole antisémite, il faut aller les chercher à l'Assemblée nationale, à la gauche, à l'extrême gauche, et tous ces gens qui considèrent, qui vont jusqu'à considérer que ce que fait le Hamas, c'est une affaire de résistance. Alors, nous savons tous que ce n'est absolument pas le cas. Voilà, alors au-delà de ce qui se passe en France en général, alors je voudrais que l'on se focalise sur plus spécifiquement sur la Corse, sur votre patrie, votre terre, la Corse, qui, on le sait, a toujours été très proche du peuple juif, très proche d'Israël, et qui, dans le cas précis, eh bien, montre que, eh bien, il peut ne pas y avoir d'antisémitisme dans certaines régions où l'on défend l'État d'Israël. Comment vous expliquez le fait qu'il n'y ait pas que la Corse ait été épargnée par ce déferlement de haine ? C'est assez difficile à expliquer. Il y a des éléments qui sont constants dans la société corse. Je ne veux pas dire par là que tous les Corses, vous ne trouvez pas de l'antisémitisme en Corse. Oui. Il y en a comme partout. Vous avez en Corse aussi des antisémites. Hein. Bien sûr. Il ne faut pas mythifier les choses. Ce qu'il y a, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, ce qui peut s'exprimer en France ne s'exprime pas en Corse. Parce que c'est une petite société. Il y a des liens entre les gens et il y a des règles de respect mutuel qui continuent encore. On espère que ça ne va pas s'arrêter, qui continuent encore à exister dans les relations entre les personnes. Même si par ailleurs la société corse peut être extrêmement violente, mais il y a des règles de respect qui existent. Et vous avez aujourd'hui, par exemple, vous avez des gens qui manifestent pour la Palestine. Pour autant, ils ne profèrent aucun slogan antisémite lorsqu'ils manifestent. Voilà. Alors, je crois qu'il y a plusieurs facteurs, et puis il y a aussi... Il y a un facteur historique, il y a un facteur historique, c'est-à-dire, on se souvient de l'attitude de la Corse pendant la Shoah, on sait on sent qu'il y a des liens qui lient, j'aurais dit même des caractères qui relient, on va dire, un esprit juif et un esprit corse, si je puis dire comme ça. C'est historique, n'est-ce pas? Vous qui avez fondé cette association qui relie, qui œuvre en faveur des liens entre la Corse et Israël. Expliquez-nous d'où tout cela vient. Moi, je crois qu'il y a fondamentalement une vraie cousinade, une vraie sororité entre la Corse et Israël, entre la Corse et les Juifs, parce qu'il y a des choses qui sont partagées entre les Corses et les Juifs. Moi, je connais bien les deux communautés, quoi, on va dire. Et je vois les points de ressemblance, les points d'ancrage. Il y a énormément de contacts. Et il y a un véritable respect aussi en Corse, énormément de respect pour ce que réalise Israël. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont absolument émerveillés de la résilience et de la force du peuple en Israël, et qui voudraient aussi, quelque part, prendre des enseignements de tout ça pour la Corse, notamment dans une perspective de son développement économique et de son développement voire même démographique, social et culturel. Et ça, c'est très très fort. Moi, c'est quelque chose que je ressens. Et bien évidemment, il y a ce que vous évoquez, les liens historiques qui ont été constants. On peut rappeler par exemple l'épisode de Pascal Paoli, qui a été, pendant la brève période d'indépendance de la Corse, qui avait voulu accueillir des Juifs en Corse en disant puisqu'ils partageront notre destin, ils auront les mêmes droits que nous. Parce qu'à l'époque, on est au XVIIIe siècle, on est au milieu du XVIIIe siècle, était quand même assez novateur, on va dire. Oui. Et ensuite, on retrouve comme ça, perlé tout au long de l'histoire, des points d'ancrage, des points de rassemblement. Le fait que la Corse a permis le ravitaillement des avions en 48 qui venaient en Israël pour ravitailler en armes et en munitions. Et la Corse a été le seul endroit, alors qu'il y avait un blocus généralisé autour d'Israël, la Corse a été le seul endroit où les avions pouvaient se poser et repartir pour venir approvisionner. Et plus récemment aussi, et bien évidemment l'épisode de la guerre où on peut chercher toutes les explications qu'on veut, historiques, sociologiques.
On va pas rentrer dans ce détail, mais en tout cas, le résultat est là. Et il est incontestable, c'est qu'aucun juif n'a été déporté de Corse. C'est un résultat que aucun historien ne peut contester. Même si certains veulent apporter des nuances, c'est un résultat qu'on ne peut pas contester. Alors, donc maintenant, voilà, il y a cette sororité et cette histoire un peu très très proche. Alors maintenant, vous parliez après les condamnations d'action. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans le cadre de votre association? Qu'est-ce que les autorités corses peuvent faire pour exprimer aujourd'hui leur soutien, leur sympathie envers l'État d'Israël dans cette période difficile? Alors nous, à Terra Eretz, l'association Terra Eretz Coursiga Israël, nous avons déjà fait, dès le 11 octobre, on a organisé une manifestation de soutien à Israël qui a réuni en quelques heures presque 200 à 300 personnes, ce qui à l'échelle de la Corse est assez remarquable, avec l'appui de certains élus comme Laurent Marcangeli, le député de la Corse, Valérie Bozzi, enfin voilà, on a eu beaucoup d'appui, l'association Palatine, et on a également voulu à ce moment-là, si vous voulez, arrêter justement en faisant cette manifestation, bien caler l'idée qu'Israël avait le droit de se défendre. C'est un point fondamental, c'était de faire admettre à la société corse très rapidement qu'Israël avait le droit de se défendre et devait se défendre, c'était une question de survie. Donc on a organisé cette manifestation. On avait organisé, et ça c'est très important aussi, précédemment, bien l'année dernière, on avait organisé un voyage des Corses en Israël qui avait été un véritable succès parce que je pense que les 60 Corses qui sont venus en Israël sont devenus 60 ambassadeurs. Oui, on vous avait interrogé à l'époque. Voilà, on avait fait une petite interview. C'est très important parce que c'est comme ça qu'on répand la parole sur la Corse, sur Israël, pardon. Et on a également travaillé à la signature de cette pétition qui a été faite récemment et sur laquelle le Figaro avait titré l'exemple à suivre, l'exemple de la Corse. C'était une pétition qui condamnait l'antisémitisme et la montée de l'antisémitisme et qui disait appuyons, aidons nos amis juifs, qui a été signée par 80 personnalités corses. Dans la tradition justement de la Corse et de l'hospitalité corse et du sens des valeurs que la Corse a déjà montré vis-à-vis des Juifs pendant les périodes difficiles de notre histoire. Et d'ailleurs, je pense que ça a un peu réveillé, cet exemple corse a réveillé la société française, puisque 24 heures après, nous avions cette déclaration du président du Sénat et de la présidente de l'Assemblée nationale pour cette manifestation qui aura lieu dimanche. J'ai un petit peu l'idée que notre pétition a un peu réveillé les consciences sur l'ensemble du territoire français. Eh bien, Frédéric Joseph Blanqui, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir parlé donc à la fois de cette histoire qui relie le peuple juif à la Corse et également à cette mobilisation de la Corse aujourd'hui aux côtés d'Israël et de cette capacité de la Corse à maîtriser, si l'on peut le maîtriser, l'antisémitisme en France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée et bonne continuation. Merci à vous, bonne journée, bon courage.